Anthony Quinn reste à ce jour le seul acteur d'origine mexicaine à avoir remporté 2 Oscars du meilleur acteur dans un second rôle. Et pourtant, pendant plus de 20 ans, Hollywood n'a su quoi faire de son visage métis, de son accent rugueux et de sa présence magnétique, sinon le cantonner à des rôles de bandits mexicains, de guerriers cheyennes, de cheikh arabes, de pirates grecs ou de mafieux italiens. Il a défié les stéréotypes raciaux, s'est relevé de la misère la plus noire, a encaissé des tragédies qui auraient brisé n'importe qui, et il est devenu une icône mondiale. Un homme qui a dansé le sirtaki sur une plage grecque, fait pleurer Fellini et gagné 2 Oscars en seulement 16 minutes à l'écran. Plus de 300 films, 13 enfants officiellement reconnus, des toiles exposées dans les plus grands musées, une vie si intense qu'elle ressemble à un roman, mais qui est pourtant absolument réelle. Mais avant de plonger au cœur de cette épopée, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, parce qu'on raconte ici les vraies histoires des légendes du cinéma, sans filtre et sans mensonge, et croyez-moi, vous ne voulez vraiment pas manquer la suite. Tout commence dans le chaos et la poussière de la Révolution mexicaine. Le 21 avril 1915, à Chihuahua, au milieu des fusillades et des trains blindés, naît Manuel Antonio Rodolfo Quinn Oaxaca. Son père, Francisco Quinn, surnommé Frank, est un Irlandais mexicain au tempérament de feu qui chevauche aux côtés de Pancho Villa lui-même. Sa mère, Manuela Oaxaca, descendante d'Aztèques, suit l'armée comme soldat de rat, ces femmes courageuses qui cuisinent, soignent et parfois combattent. La légende familiale raconte que Frank a participé à l'attaque de Columbus et que Manuela portait déjà Antonio dans son ventre quand les balles sifflaient autour d'eux. La guerre rend la vie impossible. Quand Antonio n'a que quelques mois, Manuela prend le risque ultime. Elle monte dans un train de marchandises, cache son bébé dans un sac de charbon et traverse la frontière jusqu'à El Paso, Texas. Frank les rejoindra plus tard. La famille s'installe ensuite à Los Angeles, dans les quartiers pauvres d'Echo Park et de Boyle Heights, là où les immigrants mexicains s'entassent dans des baraquements sans eau courante. La pauvreté est écrasante. Antonio cueille des oranges dès l'âge de 5 ans, vend des journaux dans la rue, cire les chaussures des passants. Sa mère lave le linge des riches à la main, son père enchaîne les petits boulots sur les plateaux de cinéma naissants. En 1926, nouveau coup dur, Frank meurt dans un accident de voiture banal. Antonio a 11 ans. Il devient l'homme de la maison du jour au lendemain. L'école s'arrête. Il travaille comme plongeur, boucher, ouvrier agricole, tout ce qui rapporte quelques cents. À 16 ans, il mesure déjà 1,88 m, épaules de taureau. Il monte sur le ring de boxe sous le nom de Harquin. 16 victoires, souvent par KO, puis une défaite qui lui casse la mâchoire et met fin à la carrière. Il comprend que la violence, il la portera autrement. Mais il y a autre chose en lui, une soif d'art. Adolescent, il dessine sans arrêt. Des portraits de stars qu'il envoie par la poste. Un jour, miracle, Douglas Fairbanks lui répond avec un billet de 10 $ et une lettre d'encouragement. Le gosse est fou de joie. Il tente le music-hall, imite Bing Crosby, joue le clown dans les fêtes d'anniversaire, mais rien ne marche. Il retourne sur les chantiers. À 17 ans, il gagne un concours d'architecture et obtient une bourse pour étudier avec le maître Frank Lloyd Wright en personne. Wright, impressionné par ce jeune colosse passionné, remarque cependant qu'Antonio aisait à cause d'un problème à la langue. Il lui conseille une opération et, en attendant la guérison, des cours d'élocution et de théâtre comme thérapie. C'est ainsi, presque par hasard, que le destin le pousse sur scène. En 1936, à 21 ans, il débute au cinéma comme figurant. Mae West le remarque et lui décroche un contrat chez Paramount. On lui demande de changer son nom. Antonio Rodolfo Oaxaca Quinn devient Anthony Quinn, plus facile à prononcer pour les Américains. Il joue des Indiens, des gangsters, des Chinois, des Philippins, tout ce qui est exotique. Hollywood des années 1930 à 1940 n'a pas encore de place pour un Mexicain qui parle un anglais parfait et qui ressemble à un colosse méditerranéen. La même année, sur un tournage, il rencontre Catherine Demille, la fille adoptive du tout-puissant Cecil B. DeMille. Coup de foudre immédiat. Il divorce rapidement de sa première épouse et épouse Catherine en 1937 dans une cérémonie discrète. DeMille n'aime pas ce gendre fauché et métis. Aucun ami n'est invité pour ne pas mélanger les mondes. Le couple s'installe à Los Angeles. En octobre 1938 naît leur premier fils, Christopher. La vie semble enfin sourire. Et puis, le 15 mars 1941, l'impensable. Christopher, âgé de 2 ans et 5 mois, échappe à la surveillance de la nounou, passe par une porte mal fermée et tombe dans la mare au nénuphar de la propriété voisine, celle du comédien W.C. Fields. Quand Anthony rentre du tournage, on lui annonce la nouvelle. Il court chez le voisin, voit le petit corps inanimé, s'effondre. Cette douleur ne le quittera jamais. Il dira des décennies plus tard, « Une partie de mon âme est restée dans cette mare ». Catherine et lui auront 4 autres enfants, Christina en 1941,
Catalina en 1942, Duncan en 1945 et Valentina en 1952. Mais la perte de Christopher entra toujours la famille. Pourtant, le travail devient une bouée. Dans les années 1940, Anthony enchaîne les seconds rôles. Il est Yellow Hand, chef Cheyenne rebelle dans Buffalo Bill, un mafieux dans Les Trafiquants du Bronx, un pirate, un soldat japonais, un arabe. En 1947, il devient citoyen américain et décroche enfin son premier rôle principal dans Black Gold, où il incarne un Amérindien qui devient millionnaire grâce au pétrole. Catherine joue même sa femme à l'écran. La même année, il triomphe à Broadway en remplaçant Marlon Brando dans un tramway nommé Désir. Les critiques sont dithyrambiques. On parle déjà d'un acteur hors norme. 1952 est l'année du grand tournant. Elia Kazan lui offre le rôle d'Eufemio Zapata, le frère d'Emiliano, dans Viva Zapata. Face à Marlon Brando, Anthony n'a que 8 minutes à l'écran, mais il vole chaque scène. Oscar du meilleur second rôle. Il devient le premier acteur latino à remporter la statuette. Hollywood est forcé de le regarder autrement. 4 ans plus tard, en 1956, il gagne un deuxième Oscar pour seulement 8 minutes encore. Paul Gauguin dans La vie passionnée de Vincent Van Gogh de Vincent Minnelli, aux côtés de Kirk Douglas. 16 minutes au total pour 2 Oscars. Un record qui ne sera jamais battu. Entre-temps, il s'exile en Italie, lassé des stéréotypes. Federico Fellini lui offre le rôle de Zampano, la brute au cœur brisé, dans La Strada. Le film bouleverse le monde entier. Giulietta Masina et Anthony Quinn forment un duo déchirant. Suivent Notre-Dame de Paris, où il incarne Quasimodo, bossu et poignant face à Gina Lollobrigida, puis Baraba, Les Canons de Navarone avec Gregory Peck, et surtout Laurence d'Arabie, où il vole presque la vedette à Peter O'Toole en interprétant le chef bédouin Oda Abutahi. Son mariage avec Catherine Seyfried. Sur le tournage de Baraba à Rome, il rencontre Yolanda Adolori, une costumière italienne. Il tombe follement amoureux. Divorce douloureux en 1965, remariage avec Yolanda l'année suivante. 3 fils naissent, Francesco en 1963, Lorenzo en 1966 et Danny en 1964. 1964 reste l'année mythique, celle où Anthony Quinn devient immortel. Le réalisateur chypriote Michael Kakoyani lui confie le rôle d'Alexis Zorba dans Zorba le Grec. La musique envoûtante de Miki Theodorakis, la danse sur la plage d'une crête aride, cette philosophie de vie qui dit « embrasse la vie même quand elle te frappe ». Le film entre dans la légende. Anthony est nommé à l'Oscar du meilleur acteur, coproduit le film et gagne des millions. Pendant le tournage des Canons de Navarone, il avait déjà acheté une petite baille sur l'île de Rhodes. Aujourd'hui, elle s'appelle toujours Anthony Quinn Bay, un coin de paradis turquoise. Les années 1960 et 1970 sont une avalanche de rôles mémorables. Il joue un pop ukrainien devenu pape dans Les souliers du pêcheur, un chef de la résistance libyenne face au colonialisme italien dans Le Lion du désert, film censuré dans plusieurs pays, un maire charismatique dans la série The Man and the City, Caïphe dans Jésus de Nazareth de Zeffirelli, et même l'oncle du prophète Mahomet dans Le Message, tourné en 2 versions, anglaise et arabe. Il tourne avec Ingrid Bergman, Anna Magnani, Omar Sharif, Irene Papa, Gregory Peck. Il refuse Le Parrain. Il trouve le rôle de Vito Corleone trop caricatural pour un Italo-américain. Il refuse aussi Le Jour du Chacal. Il préfère l'Europe, la liberté, les grands réalisateurs. À partir des années 1980, les très grands rôles se raréfient. Il tourne beaucoup pour payer les pensions alimentaires. Il a désormais 13 enfants reconnus, dont 2 nés hors mariage dans les années 1970. Il se réfugie dans sa passion de toujours, la peinture et la sculpture. Ses toiles d'expressionnistes et ses bronzes monumentaux s'exposent à Paris, Mexico, New York. Les critiques parlent d'un « génie brut ». Il écrit 2 autobiographies sincères et sans concession. The Original Sin en 1972 et One Man Tango en 1995. Il vit entre Rome, New York et Rhode Island. En 1997, à 82 ans, il divorce de Yolanda après 31 ans de mariage tumultueux. Quelques mois plus tard, il épouse Cathy Benvin, sa secrétaire de 32 ans. Ils auront 2 enfants, Antonia en 1993 et Ryan en 1995. Il continue à tourner, un parrain de la mafia aux côtés de Sylvester Stallone dans Avenging Angelo en 2002, son dernier film. Tout au long de sa vie, Anthony Quinn n'a jamais oublié ses origines. Immigrant mexicain confronté au racisme dès l'enfance, il a milité pour les droits civiques. Il a financé les avocats des jeunes mexicano-américains injustement accusés dans l'affaire Sleepy Lagoon en 1942, soutenu César Chavez et les ouvriers agricoles, visité les Amérindiens qui occupaient Alcatraz en 1969, signé la pétition pour la marche sur Washington de 1963 depuis Paris. Il a toujours dit «
Je suis mexicain, irlandais, aztèque et fier de l'être. En 2001, le cancer de la gorge qu'il combattait depuis des années l'emporte. Le 3 juin, à 86 ans, il s'éteint à Boston d'une insuffisance respiratoire. Ses obsèques ont lieu dans la plus ancienne église baptiste d'Amérique. Conformément à son vœu, il est enterré sur sa propriété de Bristol, Rhode Island, sous un vieil érable, face à la mer qu'il adorait. 10 ans plus tard, la tragédie frappe encore la famille. Le 5 août 2011, Francesco Quinn, le fils aîné qu'il avait eu avec Yolanda, acteur lui aussi, on se souvient de lui en rade en Platoon d'Oliver Stone, ou en jeune Santiago dans Le vieil homme et la mer aux côtés de son père, s'effondre en pleine rue à Malibu. Il marchait avec son fils quand une crise cardiaque foudroyante le terrasse. Il avait 48 ans. La malédiction semblait continuer. Aujourd'hui, l'héritage d'Anthony Quinn est partout. Une bibliothèque à East Los Angeles porte son nom sur l'emplacement même de sa maison d'enfance. Une fresque géante de 21 mètres le représente en Zorba sur Broadway à Los Angeles. Une statue danse le sirtaki dans sa ville natale de Chihuahua. Une plage paradisiaque en Grèce perpétue son souvenir. La fondation Anthony Quinn, créée par sa veuve Cathy, aide des milliers d'enfants à accéder aux arts. Ses enfants et petits-enfants continuent de sculpter, peindre, jouer. Anthony Quinn a prouvé qu'on pouvait naître dans la poussière de la révolution mexicaine, perdre un fils à 2 ans, se battre contre le racisme d'Hollywood, encaisser les coups les plus durs et finir par faire danser le monde entier. Il a vécu 13 vies en une, aimé avec passion, souffert terriblement, et laissé une trace indélébile dans le cœur de millions de gens. Si cette histoire vraie vous a bouleversé, si elle vous a donné envie de revoir Zorba le Grec ou la Strada, alors likez cette vidéo, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche pour ne rien manquer, partagez-la à tous ceux qui aiment les destins hors normes, et dites-nous en commentaire quel rôle d'Anthony Quinn vous a le plus marqué. Zorba, Gauguin, Quasimodo, Oda Abutayi, on lit tout. Merci d'avoir été là, on se retrouve très vite pour une nouvelle légende.